Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, on est dans un cinéma. Et c'est pas pour rien. Je vous cache pas que ça risque d'être un peu long. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un. À chaque fois que je vois un de ces films, je fonds d'admiration. Il s'agit d'un pilier de l'animation japonaise, et ce n'est pas Miyazaki. Vous le connaissez surtout pour Your Name. Ce qui est une honte en soi. Sérieusement, vous comprenez rien à rien, personne ne cherche à aller plus loin alors que vous criez tout votre amour pour le film. Vous avez adoré Your Name ? Grand bien vous fasse. Mais stop dire que vous adorez son réalisateur alors que vous ne connaissez rien de sa filmographie. Aujourd'hui, on va revoir tout son parcours. Laissez-moi donc vous présenter Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, de son vrai nom Makoto Nitsu, est un réalisateur japonais issu de la préfecture de Nagano. Your Name l'a fait plus connaître du grand public, mais ce n'est en rien sa seule œuvre majeure, ni même celle qui donne le plus de volume à sa filmographie. Pour mieux vous parler de lui et mieux comprendre sa sensibilité, il faut savoir que c'est un passionné de littérature. Mais il possède aussi une forte influence manga et animé, ce qui explique que lorsqu'on lui demande son œuvre favorite de l'animation japonaise, il répond « Le château dans le ciel ». Cette influence d'ailleurs se fera ressentir dans la plupart de ses œuvres. Il a aussi travaillé dans le jeu vidéo, on ne donnera pas de détails ici, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cet aspect de son travail. Bon, arrêtons de parler de l'homme et parlons maintenant du cinéaste. Donc sa filmographie. Enfin un truc intéressant, n'est-ce pas? La plupart des gens qui le connaissent se souviennent de She and Her Cat, qui est un de ses premiers courts-métrages. Ceci dit, ce n'est pas non plus son premier. Car avant celui-là, il a fait Otherworld, ou pour se la péter, Toei Sekai. Ce court-métrage pose les bases du style de Makoto. Ouais, désolé, c'est pas évident de le trouver, on peut pas le trouver en DVD ou autre chose, du coup j'ai que ça. Je disais donc, son style est déjà placé. Le montage rapide, avec des images pleines de vie, des textes poétiques et des personnages qui souhaitent rester ensemble, même dans les moments les plus difficiles. Et la thématique va encore plus loin. On remarque à plusieurs reprises des avions qui parcourent le ciel, et ces avions contrastent avec les hommes, emprisonnés et tristes dans leur train. Le ciel est ici le but de nos personnages. Ils cherchent à être plus libres, moins oppressés dans cette vie stressante et lourde. Évidemment, c'est son premier court-métrage qu'il a fait seul, donc l'animation est limitée, mais pas inexistante. On dirait presque un storyboard animé. Ça a son charme. Je vous mets ce film en lien dans la description, si vous êtes curieux. Bon, maintenant passons au film que les amateurs du réalisateur connaissent, en commençant par She and Her Cat. C'est l'histoire d'un chat qui raconte sa vie à l'appartement, mais aussi sa vie avec sa maîtresse. C'est un petit film en noir et blanc qu'il a fait tout seul sur son temps libre. Il y double le chat, et la fille est jouée par Mika Shinohara. Et pour finir, la musique du film est composée par Tenmon. Donc ils sont que 3 pour un mini-film de 5 minutes, et putain, c'est beau! La finesse du texte est telle qu'on se laisse complètement emporter par l'histoire de ce chat, et l'image, même si l'animation est souvent limitée, sert complètement les propos du chat. Et le peu d'animation qui ressort de ce court-métrage rappelle beaucoup son style actuel. Ce côté admiratif des décors qui laisse le temps de se poser et d'apprécier. Un côté très contemplatif. Il n'y a pas besoin que ça pète dans tous les sens pour qu'on ressente des émotions. Et j'ajouterais que Makoto est excellent dans son rôle. C'est tellement bien raconté, le travail du son dans ce court-métrage est tellement puissant. Les bruitages, la musique, ça crée une ambiance bien propre qui nous tient tout le long du court-métrage. Donc vraiment, pour un premier court-métrage officiel, c'est classe. C'est très classe. En plus, il a chopé le grand prix d'un concours d'animation au Japon. Donc foncez le voir sans hésitation. Il se trouve assez facilement sur YouTube, et il y a un autre moyen de le voir. J'en parle plus tard. Bon, et là on attaque le plus gros de sa carrière, et quand on voit par quoi il a commencé, on se sent admiratif. Le premier gros projet qu'il réalise est un court-métrage de 25 minutes. Et encore une fois, ils sont très peu à bosser dessus. Une petite dizaine, et Makoto est encore maître de son projet. Je vous parle à présent
The Voices of a Distant Star. Quand je dis qu'il est encore maître de son projet, c'est pour souligner le fait qu'il occupe encore pas mal de postes à lui tout seul. Il gère la réa, la production, l'animation et l'écriture, donc quasiment toutes les parties créatives du projet. Et quand on voit le résultat, c'est vraiment ouf. 7 mois de travail pour 25 minutes d'animation, dont une bonne partie en 3D. D'ailleurs, on va en parler de cette partie-là, soyez prévenus. Mais d'abord, de quoi ça parle? Mikako et Noboru sont deux élèves très proches, et la fille s'est engagée dans une mission spatiale qui risque de durer longtemps. Vraiment très longtemps. Ils vont néanmoins rester en contact à l'aide de leur téléphone avec lesquels ils peuvent s'envoyer des SMS, mais il y a un petit souci. On peut pas aller au-dessus de la vitesse de la lumière. Et c'est encore plus valable pour les SMS. Sauf que Mikako est souvent à des années-lumière de distance de Noboru. Donc comment dire? Ils reçoivent leur message avec quelques années de retard, oui, on peut dire ça. S'ensuit du coup un récit assez mélancolique, mêlé à de la baston spatiale en animation 3D. Ça peut faire bizarre au premier abord, mais finalement on s'y fait, et ça passe très bien. C'est même plutôt beau pour l'époque. Et l'histoire sépare de plus en plus Noboru et Mikako. Leurs différents messages mettent alors plusieurs années à arriver. Ça donne au récit un côté très triste. On ressent énormément d'empathie envers le personnage de Mikako. Et là, Makoto Shinkai là. Le Makoto Shinkai qui crée une empathie très forte pour ses personnages en très peu de temps. 25 minutes de film et on aime et on est triste pour ces personnages. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et là j'active la zone spoiler. Oui, parce que dans cette vidéo je vais en avoir rien à foutre, hein. Spoil sur spoil, je vais spoiler pour pouvoir interpréter et appuyer mes propos. Donc au mieux, voyez ou plutôt les films de Makoto Shinkai avant de poursuivre cette vidéo. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Mikako arrive sur une planète qui lui rappelle fortement la Terre, notamment lorsque la pluie se met à tomber, ce qui la rend très nostalgique. Elle a d'ailleurs un monologue merveilleux comme Makoto Shinkai sait les écrire. Et dans cette scène, on voit pas mal de choses. Mikako se voit jeune fille, et ensuite, elle se voit grandir et porter une alliance. Et plus tard, on voit Noboru dire qu'il rejoint une flotte et il a une veste militaire chez lui. Vous voyez le truc? Makoto Shinkai réussit à construire une histoire forte en émotions, mais aussi une narration intelligente. La façon dont il enchaîne les plans n'est pas anodine. Vous m'entendrez le dire assez souvent. Et c'est le cas dans ce film merveilleux qu'est Voices of a Distant Star. En 2003, Makoto réalise un petit film de son côté, sans prétention, mais pas inintéressant. Ce film, c'est The Smile, ou Egao en japonais. C'est l'histoire d'un hamster et de sa maîtresse qui vivent leur vie tranquillement. Mais le film cache une petite profondeur merveilleuse. En effet, le film nous montre 2 fois ce plan où le hamster court dans les plaines puis dans le désert. On peut y voir pourquoi les hamsters courent dans leurs roues, ça leur permet de s'évader, c'est ce qui les rend heureux. Et à côté, on voit la fille qui, on le voit à travers ses flashbacks, a une vie assez triste parce qu'elle a perdu des êtres chers. Mais elle semble très heureuse lorsqu'elle voit son hamster courir et s'évade aussi à sa façon. Ce film est disponible sur YouTube, donc allez-y, c'est très sympa. Le film suivant est le premier long métrage de Makoto Shinkai, et il s'appelle La Tour au-delà des nuages. Oui, je l'ai en 2 fois. Il est sorti en 2004, donc 3 ans après Voices of a Distant Star. Le film raconte l'histoire d'Hiroki, Takuya et Sayuri, 3 jeunes lycéens qui rêvent de rejoindre la tour qu'ils voient à l'horizon. L'histoire se déroule dans un univers proche du nôtre, mais dans lequel le Japon, suite à la Deuxième Guerre mondiale, est divisé en différentes régions. C'est ce qu'on appelle une uchronie. Sauf qu'ici, les différentes régions sont en guerre, et une des îles garde en son centre une gigantesque tour qui s'élève jusqu'au-dessus des nuages. Les autres régions sont donc très intriguées par cette tour et se demandent à quoi elle sert. Les 2 garçons, Takuya et Hiroki, veulent alors fabriquer un avion capable de rejoindre la tour et d'y amener Sayuri, car ils se le sont promis. Ouais, bon, j'avoue que c'est pas l'histoire la plus simple que Makoto ait faite, hein. Et plus ça avance, plus ça se complexifie. Mais pour autant, ça reste magique et ça nous emporte. Enfin, surtout la deuxième partie du film. En fait, le film souffre d'un rythme pas très bien géré. On est très contemplatif, on prend le temps de développer les personnages, et quelque part on se sent un peu plus dans une série que dans un film. Dans la deuxième partie du film, on retrouve les personnages adultes, sauf que Sayuri est plongée dans un sommeil très profond. Cette partie est bien mieux gérée. On se sent un peu dans un film d'enquête. On a une ambiance assez sombre, avec un Hiroki un peu dépressif, et le ton est très sérieux. Le rythme est plus soutenu, et lorsqu'on arrive à la scène finale, le style de Makoto revient. Et qui dit scène finale, dit spoiler, donc 3, 2,
Hein? Hiroki et Takuya, par plusieurs moyens, récupèrent Sayuri et sont persuadés qu'elle se réveillera en la menant près de la tour. Ils l'embarquent alors dans l'avion qu'ils ont terminé et Hiroki se met aux commandes. L'avion décolle pendant un affrontement aérien entre les deux nations, se faufile jusqu'à la tour et arrive même à atteindre son sommet, et là... Oui! Makoto est là! L'ambiance passe de violente et lourde à une grande douceur. Le film laisse place à un dialogue entre les deux personnages qui ne peuvent pas s'entendre, ils se cherchent à travers les rêves, la caméra bouge dans tous les sens et nous fait ressentir la solitude à la détresse de Sayuri. Hiroki s'inquiète, souhaite que Sayuri se réveille et finit par voir le sommet de la tour. À cet instant, Sayuri se réveille. On a alors un plan avec des effets de lumière magnifiques, suivi d'un effet de montage avec une musique parfaitement adaptée et surtout, qui touche en plein cœur. Ce film, je vous le conseille. C'est le premier film de Makoto Shinkai que j'ai vu et peut-être que le premier visionnage va vous sembler un peu long, surtout dans sa première partie. Mais malgré tout, il vous restera en tête pour son scénario original, quoique un peu complexe, sa beauté visuelle toujours aussi forte et la force émotionnelle qu'il peut dégager. Bon, maintenant faut qu'on aborde un sujet qui fâche. En 2007 sort un autre film. Plutôt qu'un film, c'est un condensé de 3 courts-métrages. Pourquoi je précise ça? C'est parce que les 3 parties sont très distinctes, même si on ne peut pas comprendre la deuxième ni la troisième sans avoir vu les précédentes. Oui bon, c'est bien de dire ça, mais c'est quoi ce film? C'est 5 cm par seconde. 5 cm par seconde est un film qui revient complètement dans les thèmes que Makoto affectionne, à savoir l'amour impossible, mais surtout la recherche de soi et l'espoir de retrouver son amour d'antan. C'est un thème qui me parle beaucoup, cependant j'ai un petit problème avec ce film. 5 cm par seconde raconte l'histoire de Takaki et Akari, deux amis qui se parlent souvent par courrier depuis que l'un des deux a déménagé assez loin de l'autre. Takaki est alors décidé à la retrouver en la rejoignant en train. C'est très court comme pitch et apparemment pas très palpitant, mais dites-vous bien que c'est la meilleure partie du film. Dans ce film, Makoto réutilise un procédé dont il use beaucoup, la description des événements et des émotions que ressentent les personnages par les personnages eux-mêmes. On ressent alors le mal-être de Takaki pendant le trajet. Le récit nous montre un personnage pressé de rejoindre son amour, mais qui enchaîne les malchances. Le train en arrêt par la neige, la perte de sa lettre pour Akari. Rien ne va. Et c'est beau putain! Encore une fois, les décors sont magnifiques. Même si ce n'est clairement pas un Makoto parfait, il a le mérite d'être un merveilleux Makoto, graphiquement parlant. La scène de retrouvailles entre les deux personnages, même si elle est bien moins montée et bien moins réalisée que dans d'autres films, nous touche vraiment beaucoup et on est vraiment très heureux de les revoir ensemble. J'avoue que cette scène me fait toujours un petit effet. Bon là, vous avez vu le bon côté de ce film. Ouais. Parce que après, c'est pas la joie, hein. Enfin, c'est pas la joie, non mais laissez-moi vous expliquer, les gens qui partent sans savoir, oh! Le film enchaîne avec sa deuxième partie, qui nous montre la suite du parcours de Takaki, mais cette fois-ci sous le point de vue d'une de ses camarades de lycée qui l'accompagne, Kanae. Déjà pour vous faire comprendre à quel point c'est moins bon, il y a 2 points importants. 1. Le personnage est blasé en permanence, va nous faire aimer un personnage qui en a rien à foutre de tout. Et 2. Il se passe tellement rien dans cette partie du film. En fait, la deuxième partie est donc centrée sur Kanae, qui aime profondément Takaki, mais lui, il s'en fout. Il ne souhaite qu'une chose, retrouver son amour d'enfance, Akari. C'est louable, mais on n'est pas de son côté, surtout que comme j'ai dit, on a le point de vue de Kanae. Donc la seule chose qu'on se dit, c'est « Putain, regarde-la, espèce d'antipathique de merde !» Le seul truc qu'on voit, du coup, c'est que Takaki se morfond avec son téléphone à écrire des messages à Akari sans les envoyer.
Mais bouge-toi, mon vieux! Bref, la deuxième partie nous montre des personnages qui tendent vers le cliché, on n'a pas envie de les suivre, et il ne se passe pour ainsi dire rien. Mais il y a la fusée qui s'envole. Et c'est un clin d'œil à son film, Voices of a Distant Star. Makoto aime beaucoup ça, placer des clins d'œil de ses anciens films dans les suivants. Ici, la fusée qui décolle est a priori une des premières missions antérieures à celle se passant dans Voices of a Distant Star. Quand on aime la filmographie d'un auteur, on adore ça. Car on dirait qu'il joue avec le spectateur. Du coup, Makoto, on te pardonne sur ce coup-là. Bon, du coup, maintenant, parlons de la dernière partie. Le film a une troisième partie mettant en scène de nouveaux Takaki, mais adultes ce coup-ci. Il bosse en tant que développeur et une fille de son bureau a l'air d'avoir un faible pour lui. Un jour, il repasse dans une des rues qu'il fréquentait souvent avec Akari. Et je vais en profiter pour parler des décors. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais la beauté graphique de Makoto Shinkai vient essentiellement de la précision des décors, et ça, surtout parce qu'il se veut photoréaliste. En fait, Makoto s'approprie totalement les décors japonais, et les refait à sa façon. Et quand on met la photo et le dessin côte à côte, c'est bluffant. Là, je vous en parle rapidement, mais Makoto a en fait beaucoup vécu près des décors de 5 cm par seconde, et notamment le fameux passage à niveau de la scène finale. Takaki traverse donc ce fameux passage à niveau, quand soudain... Et là s'ensuit un clip musical magnifique qui nous fait comprendre pas mal de choses, et notamment qu'Akari a changé de vie, qu'elle vit avec un autre homme, avec lequel elle est mariée, et c'est seulement à la fin de ce clip que Takaki, en voyant qu'Akari, elle, ne se retourne pas au passage à niveau, décide d'avancer dans la vie et de passer à autre chose. Enfin! Bon, voilà la conclusion du film. C'est plat. C'est très plat. C'est une bonne morale, mais c'est plat. Comme je l'ai dit, le clip musical de fin de film est merveilleux, la musique aussi. On ressent parfaitement les émotions des personnages et on ne veut qu'une chose, les comprendre et les aimer. Mais soyons honnêtes, le film ne nous aide pas à les aimer. Les personnages sont peu attachants. On voit peu Akari, on en a marre de Takaki. Bref, ça donne pas envie de les suivre, que le film soit bien fait techniquement ou pas. Un film doit se servir de sa technique pour soutenir sa narration, pas juste pour être là. Et c'est le problème de ce film. Donc je vous le conseille, voyez-le. Mais seule la première partie vous marquera. Ah oui, et je vous avais parlé d'un autre moyen de voir She and Her Cat. C'est dans le Blu-ray de 5 cm par seconde. Voilà. Nouveau petit aparté, je vais vous parler d'un petit court-métrage qu'il a sorti en décembre 2007, Neko no Shukai. C'est l'histoire d'un chat qui arrête pas de se faire marcher sur la queue, et comme il en a marre, il va avec ses camarades, qui eux aussi en ont marre, détruire les humains et le monde. Et je m'arrête là car la suite est vraiment drôle, et surtout que le film est très court. Le film est cool, drôle, super beau comme à son habitude, et le chat est si attachant. Je vous le conseille, ça dure 1 minute, franchement, allez-y. Je vous le mets en lien, comme toujours. En 2012, Makoto Shinkai, voyant que ses films fonctionnent à domicile, mais assez peu en Occident, décide de changer de vision. Il tente alors une approche plus classique, avec une aventure à suivre, de la magie et des personnages moins complexes. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Et vous verrez. Bref, ça donne quoi du coup? Eh bien ça donne Voyage vers Agartha. Sorti en 2012, Voyage vers Agartha sort après un long travail avec une équipe bien plus grosse que pour ses films précédents. On y suit Asuna, une jeune fille qui vit seule avec sa mère. De temps en temps, elle utilise une sorte de radio artisanale pour écouter les ondes produites par un cristal. Un jour, une créature l'attaque, mais elle se fait sauver par un garçon. Ce jeune garçon meurt, et elle va être amenée par un autre garçon qui s'avère être le frère de celui qui est mort, à se rendre dans un monde souterrain caché, Agartha. Son professeur Morisaki s'incruste, et ensemble, ils vont partir à la découverte d'un lieu légendaire qui permettrait de ressusciter les morts. J'aimerais juste qu'on parle d'un truc concernant ce film, c'est le clin d'œil à une de ses œuvres et à une œuvre de Miyazaki. Juste petit rappel, son œuvre favorite de l'animation japonaise est Le Château dans le ciel. Voyage vers Agartha est le film dans lequel son influence se fait le plus sentir, ne serait-ce qu'avec ce bateau volant, ce lieu magique qu'on ne pensait que ce n'était qu'une légende, et le fait qu'il soit très difficile à atteindre. Bref, Makoto a rendu hommage au travail de Miyazaki dans ce film, et même un peu dans la construction de ses personnages. Et oui, Shun ressemble beaucoup à Ashitaka de Princesse Mononoke. Et vous allez me dire, mais pourquoi autant de similitudes? Il y a toujours pour les mêmes raisons. Toucher international. Car avec une histoire et des personnages plus proches de ceux de Ghibli, eh bien les gens sont habitués et donc plus rassurés. Je disais aussi qu'il avait fait une référence à une de ses œuvres. La planète à la fin de Voices of a Distant Star est Agartha.
S'il a juste voulu faire une référence, bah c'est cool. Par contre, s'il s'agit d'un seul et même lieu, ça voudrait dire que le passage vers Agartha fait voyager les personnages par-delà l'espace et le temps, parce que la planète est censée être très loin. J'adore ce genre de choses, ça apporte une putain de profondeur dans les œuvres d'un artiste. Agartha est une preuve qu'on peut lier des films entre eux, et ce de manière plausible. Autant j'aime bien le film, autant le Makoto qu'on connaît et qu'on aime, on le voit plus trop. Enfin, si, en un sens quand même. Ces thèmes sont toujours là. L'amour impossible, la perte d'un être cher, la recherche de soi. Les décors et l'animation sont toujours aussi magnifiques. J'admets qu'il y a pas mal de choses. Et comme dit précédemment, il a travaillé avec une équipe bien plus conséquente. Et ça se ressent. Il y a un gap dans l'évolution graphique, les personnages pour commencer qui sont conçus par un character designer. Les décors plus riches en lumière et en finesse, même si de mon point de vue les décors de 5 cm par seconde sont bien plus beaux. Le son aussi, plus précis, plus de bruitage, plus de vie. Mais c'est au niveau de l'histoire que ça me dérange. C'est bien, mais... je vois un film Ghibli. Donc un film bien, hein, mais pas un Makoto Shinkai. On a une construction narrative d'aventure assez simple. On suit deux personnages qui ont une quête difficile, et plus on apprend à les connaître, plus on les comprend. Mais pour autant, on n'est pas forcément d'accord avec leurs décisions. Le professeur souhaite ressusciter sa femme, Asuna va retrouver Shun, mais leurs actions vont trop loin. Morisaki en vient à sacrifier Asuna pour ressusciter sa femme. Mais quel salaud, merde! Et puis y a pas de scène marquante qui nous fait ressentir de grosses émotions. Y a juste la scène où Asuna se fait piquer son corps. Mais on ressent plus de la haine. Pas de l'émerveillement ou de la tristesse. Mais le film est bien. Mais comme un Ghibli. À savoir, on le retient pour sa belle histoire, l'aventure, ses beaux décors, ses personnages attachants bien que pas aussi profonds que d'habitude, sa trame narrative qui tend au merveilleux, bref, vous serez conquis dans tous les cas. Le film est très loin d'être mauvais, mais oui, ce n'est pas le Makoto qu'on connaît. Après, il a aussi fait ce film pour autre chose, à savoir toucher un public plus large, notamment à l'international. Et ça a marché. Le problème des films de Makoto Shinkai, c'est qu'en dehors du Japon, ces films ne fonctionnaient pas beaucoup. Du coup, c'était un de ses objectifs, faire un film qui parle bien plus au monde entier, ce dernier étant beaucoup plus habitué à la patte Ghibli. Et le film est effectivement une réussite. En France, il a été sélectionné au festival d'animation d'Annecy, et les retours étaient ceux qui l'attendaient. Ça fait plaisir. Makoto en est très content, mais il veut quand même revenir à un thème plus personnel. Non, on parle pas du film auquel vous pensez là tout de suite. Non, maintenant on parle de Dareka no Manazashi. Et là j'imagine plein de gens qui ont fait... Hein? Eh bien oui, en février 2013, Makoto Shinkai sort un nouveau court-métrage de 7 minutes. Enfin, il est posté sur YouTube en septembre, mais on le voit pour la première fois lors d'un festival en février. Ce film raconte l'histoire d'Aya, une jeune adulte qui vit mal le fait de passer sa vie seule chez elle. Elle discute souvent avec son père, mais lui ment beaucoup. C'est difficile de plus pitcher le film parce qu'il est très court, donc on peut spoil très vite. Et pour ce genre de film, je préfère que vous le découvriez par vous-même, car malgré son côté simpliste, le film a une grande profondeur. On a ce qu'on aime chez Makoto, la beauté des décors, les effets de lumière, son approche de l'humain, la narration par la voix off, et aussi évidemment la musique qui accompagne tout ça d'une merveilleuse manière. Bref, le film nous emporte dans une belle histoire qui saura sûrement vous lâcher une petite larme. Je vais pas trop vous en dire parce que le film est finalement peu connu. Voyez-le, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez le découvrir. Tout comme un autre film très court dont je vais parler très vite fait, Crossroad. Ou Crossroad. Le pitch, en quelques mots, ce sont deux étudiants qui ne se connaissent pas mais qui passent tous les deux le même concours pour entrer à l'université. J'en parle pour être exhaustif, car ce qui me marque avec ce film, c'est qu'il est très court mais que les personnages sont très attachants. Il y a plein de choses à voir dans ce court-métrage de 2 minutes. De l'humour, de l'attachement familial, des chemins qui se croisent comme le fil rouge du destin, mais tout comme Dareka no Manazashi, allez le découvrir car encore une fois, il n'est pas très connu et sort souvent dans l'ombre. Surtout que comme d'habitude, tout est parfait, le chara-design, le rythme, la musique... Et en parlant de musique, et oui, du coup je vais parler de son film le plus populaire. Oui, il y en a un dont j'ai pas parlé, mais je le réserve pour la fin. Donc, le fameux Your Name, ou plutôt Kimi no Na wa. Vous savez, au début de la vidéo, je gueulais vite fait sur les fans de ce film. Mais je gueule pas sur ces gens à cause du film. Je gueule parce que les gens ont découvert Makoto avec ce film. C'est pas une mauvaise chose.
Mais cette vidéo est justement là pour ça, pour réparer cette injustice et vous faire découvrir le reste de son travail. Par contre, vous avez raison sur une chose. Ce film est incroyable. Mais en quoi est-il incroyable ? Your Name, sorti en 2016, en toute fin d'année dans nos salles, n'a pas été du tout un succès. 250 000 entrées. Putain de merde. Au Japon, le film a fait un carton. Il est le 4e film ayant fait le plus d'entrées et, accessoirement, a été plus rentable commercialement que Le Voyage de Chihiro. Ça montre la gueule du bestiau, hein. Mais pourquoi il a marché au Japon ? Your Name raconte l'histoire de Mitsuha, une lycéenne vivant à la campagne qui ne souhaite qu'une chose, vivre en ville. Un jour, ses camarades lui disent qu'elle s'est comportée bizarrement la veille. En effet, Mitsuha a été remplacée par Taki, un jeune homme vivant en ville. Tous les deux ont en effet échangé leur corps pendant leur sommeil, et ça va souvent leur arriver. Et en quoi ça marche au Japon ? Parce que ça se passe au Japon, et que la relation entre les personnages est très japonaise aussi. Le Voyage de Chihiro a la même chose, une ambiance très japonaise remplie de yokai, d'esprits, de contes, d'histoires autour du Japon. Ici, ce sont les relations humaines qui sont très japonaises. Retenir ses émotions et surtout avoir du mal à les transmettre, les rues du Japon y sont représentées. Bref, les Japonais s'y retrouvent quoi. Et surtout, c'est beau putain, mais tellement! Alors là, oui bordel, on va parler un petit peu plus en détail du film. Déjà, l'intro du film nous montre la chambre avec un mélange de 3D et de 2D. C'est très osé, mais putain ça marche et c'est beau. Les effets de lumière sont encore meilleurs que dans tous les autres films qu'on a vus plus tôt, l'animation est ultra propre, et regardez-moi cette bouffe. Ah! Et ça s'arrête pas! Regardez ça, et ça, et ça! Bref, j'aurais jamais fini de parler de l'esthétique de ce film. Au niveau de l'histoire, ça donne quoi? Eh bah ça nous emporte. Le film est tantôt drôle, tantôt touchant, tantôt bordel de poignant, bref, le film nous met dans tous nos états. Et du coup, je suis obligé de parler de 2 scènes ultra fortes qui vont me permettre de parler d'un truc putain de cool dans ce film, la musique. Certains critiques disent gna gna gna, ça crie de la musique, gna gna gna, mais ces gens n'ont rien compris. Si les musiques sont à la fois justifiées et qu'elles appuient l'ambiance du film, c'est que ça marche. La musique fonctionne, la musique est belle, la musique est entraînante, la musique est frissonnante. Bon, il y a juste l'intro du film qui est un peu étrange parce qu'on a l'impression de voir un générique d'animé. Même si la musique tue sa mère. Donc la première scène dont je vais vous parler, c'est la scène de... Ah oui, zone spoiler. La scène de la chute de la météorite. Durant toute cette scène, on a la musique Sparkle qui va accompagner les personnages tout le long. Et le seul moment où la musique s'arrête un instant, c'est ici. La chute paraît violente. Tellement violente que Makoto ne veut pas nous la montrer entièrement. On ne veut qu'une chose, qu'elle se relève. Puis on a cette réplique. C'est putain de bien amené! En effet, Makoto a la force du montage, comme je le disais. Le son qui arrive progressivement avec un travelling lorsqu'elle ouvre sa main, et la musique qui repart avec la voix du chanteur. C'est d'une maîtrise, on est profondément touché alors que ce n'est qu'un je t'aime. Mais c'est un merveilleux je t'aime. Et la scène ne s'arrête pas là, la musique va crescendo, ça donne des frissons. On se dit c'est beau, mais on se dit aussi dépêchez-vous. Elle arrive devant son père et puis... Cette rupture d'une violence infinie! La musique qui finit, le son en décalé à cause de la violence de l'impact, et la catastrophe où on se dit c'est bon ou pas? C'est fou! C'est incroyable comme Makoto maîtrise sa réa, son montage, ses valeurs de plan. C'est magnifique. Vous pensez peut-être que j'exagère, que je vais trop loin dans mes analyses. Mais retenez juste une chose. Si vous le ressentez, c'est que quelque chose vous a touché.
Et moi, j'essaie de mettre le doigt sur le pourquoi ça vous a touché. Peu importe que Makoto l'ait dit ou non, il l'a fait inconsciemment, car son but était justement de faire transmettre des émotions. Bon, maintenant, l'autre scène. De mon point de vue, elle est un peu moins efficace. Mais elle l'est quand même. L'autre scène, c'est la scène finale, le moment où les deux personnages adultes se cherchent dans tout Tokyo. On a tellement attendu de savoir si les actions de Mitsuha ont été utiles qu'on est déjà ultra heureux de voir que oui, ça a marché. Et puis, il y a ce regard entre deux métros. Et là s'enchaîne une recherche intense des deux personnages, avec la merveilleuse musique qui accompagne et surtout rythme le tout. Et là enfin, ils se retrouvent. What? C'est ce que je disais au début. C'est très japonais, ne pas montrer ses émotions. Après avoir cru faire juste des rêves, il n'ose même pas se parler. Mais au fond de Taki, soit il parle, soit la douleur au fond de lui va grandir. Il a failli nous refaire un 5 cm par seconde, le con. Ce moment où les deux personnages se retournent et craquent, ce n'est pas anodin pour eux. Puis, la fameuse question. L'arrivée de cette musique pour finir le film est aussi d'un génie. La musique rythme le film du début à la fin, accompagne les scènes, leur donne du volume, favorise l'émotion. Et ce dialogue à la fin du film fonctionne et suffit. Bref, Your Name est le film qui commence vraiment à faire connaître Makoto à l'international. La presse est unanime sur le fait que le film est bon. Le film fonctionne. Et à tous les gens qui disent que Your Name est surcoté. Sérieux? Vous voulez que je vous donne la raison de pourquoi vous le trouvez surcoté? Vous avez l'effet hipster, mes chers amis. Je veux dire, pour chaque grand succès en ce moment, sur internet, on adore dire qu'on n'est pas du même avec les autres. Genre Game of Thrones ou Shingeki no Kyojin, je cite ces deux œuvres parce que je les ai pas appréciées, mais je vois clairement le truc qui plaît aux gens et qui fait que ces deux œuvres sont bonnes. Je suis sûr que si Mononoke sortait à notre époque, il se ferait lyncher par les personnes de votre genre juste parce que vous voulez avoir des avis différents. Pour ce qui est de Your Name, voici la liste des arguments que j'entends le plus. C'est pas original du tout! Et enfin, je veux dire, si une histoire est pas originale mais qu'elle est racontée d'une superbe manière, eh ben on s'en fout. C'est génial, juste profitez. Surtout quand la réa est aussi parfaite. C'est quoi ces paradoxes temporels là? À tous ceux qui, pour n'importe quelle œuvre qui parle de voyage dans le temps, disent « Senawak, c'est quoi ces paradoxes temporels ?» Mais allez bouffer des cactus! Non mais sérieux, en gros, vous voulez juste qu'on vous raconte pas d'histoire avec des voyages dans le temps, quoi. Genre Retour vers le futur, Le Visiteur du futur, etc. Vous trouvez que c'est de la merde parce qu'il y a des paradoxes temporels? Oui, en soi, j'ai pas d'argument contre ça. Mais en même temps, si on se soucie de ce genre d'incohérence, on pourra jamais se laisser emporter par une histoire belle et surtout magique. Vous connaissez la magie? Et encore plus, vous savez ce que c'est un film? Une fiction! Ouais, j'ai rien compris, ça part dans tous les sens avec ces voyages temporels et spatiaux là! Alors, juste comme ça, la majorité des gens qui ont vu ce film l'ont compris. Et en plus, y a rien de putain de compliqué. Je vous fais un petit résumé. Mitsuha a 17 ans quand on la voit jeune, tout comme Taki quand on le voit au lycée, et quand il part à la recherche de Mitsuha. Mais Taki est en réalité plus jeune de 3 ans, car la catastrophe et les moments qu'on voit avec Mitsuha se passent 3 ans plus tôt. D'ailleurs, dans cette scène-là, Taki a 14 ans. Quand il se retrouve à la fin du film plusieurs années après, Taki a toujours 3 ans de moins. Juste le temps s'est passé. Vraiment, il manque quoi à mon explication là? On a fini de parler de Your Name. Petit aparté avant de passer au point crucial de la vidéo. Makoto Shinkai a réalisé pas mal de publicités. Et même pour faire des publicités, il se lâche ce con, hein. Bon, très rapidement, il a fait des pubs pour des boissons en utilisant l'image de Your Name. J'imagine que ça a bien dû se vendre tout ça. Mais surtout, il a fait des publicités pour une agence de construction et d'ingénierie japonaise, la Taisei Corporation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que chaque pub de quelques secondes
nous attache à ses personnages. Ce n'est qu'une pub pour vendre les bienfaits d'une entreprise, mais il fait tellement bien sa pub qu'il donne envie de construire des bâtiments, quoi. Enfin voilà, si vous voulez voir ces différentes pubs, je vous mets les liens dans la description, vous verrez, c'est très sympa. Et beau comme d'habitude. C'est bon, on y est, le gros sujet que je voulais aborder. Le film que je considère comme étant le plus efficace de Makoto Shinkai. Pourquoi? Parce qu'en plus de voir ses thématiques phares, il laisse l'interprétation au spectateur pour pas mal de choses. La beauté de ce film aussi est telle que n'importe quel film d'animation à côté semble hideux. Bon, j'exagère un peu. Ce film, c'est Kotonoha no Niwa, ou plutôt Garden of Force chez nous. Commençons par le pitch. Takao, un jeune lycéen de 15 ans, aime sécher les cours les matins où il pleut. Ces jours-là, il se rend dans un parc sous un abri car il adore l'atmosphère qui y règne. Mais un jour, il va y rencontrer une femme plus âgée que lui. Ils vont alors se rencontrer régulièrement sous cet abri lors des matins pluvieux. Bon, posons d'abord les bases. Cette vidéo au départ n'était censée être que sur ce film. Et quand j'avais pensé à cette vidéo, je me suis dit, faut que je parle du film en entier. Donc soyez prévenus, on rentre dans la plus grosse zone spoiler de cette vidéo. Car je vais raconter tout le film du début à la fin pour pouvoir appuyer mes propos. Vous êtes prêts? C'est parti, zone spoiler de la mort. Le film s'ouvre sur un plan merveilleux, la pluie sur un étang. Un plan très coloré, une ambiance très calme et reposante, qui nous en... Wow! Ok. Déjà, Makoto crée une rupture assez violente, comme si la vraie vie nous revenait dans la gueule. Le calme, l'ambiance tranquille, et paf, le son violent du train qui nous casse l'ambiance. Les couleurs aussi deviennent plus grises, plus ternes. On a un plan tout de suite beaucoup moins beau. Mais plan suivant, on nous ramène au parc, avec la tranquillité qui revient, puis le personnage principal commence à parler. On se rend alors compte que les plans que nous venons de voir étaient en réalité les pensées et les rêveries de notre personnage principal, Takao. Il ne se sent pas à sa place dans cette société, et son seul moyen de s'en sortir est de rejoindre ce parc le plus vite possible, un lieu avec lequel il fusionne et se sent bien. Dans ce parc, la réa devient calme. On prend le temps d'apprécier le moment, d'apprécier la beauté des décors, le son de la pluie, jusqu'à arriver à un abri du parc. Le son s'interrompt, comme si le temps s'était arrêté. Les deux personnages se remarquent et se fixent. Ça ressemble à... Coup de foudre? Il est encore trop tôt pour le dire. S'ensuit un long moment de silence illustrant la relation entre les Japonais. Ils ne se parlent pas, n'osent pas vraiment plutôt. Même pas un bonjour. On apprend durant cette scène quelques aspects de nos personnages, notamment Takao qui dessine des chaussures sur son carnet. On remarque aussi, à travers les yeux de Takao, que l'autre personnage mange du chocolat et boit de la bière. Alcool qui, soit dit en passant, est interdit dans le parc. Ça nous expose les personnages bien mieux que dans plein d'autres films. Takao commence alors la conversation d'une manière un peu maladroite. Ça fait un peu drague tout ça. On ne se serait pas déjà vu quelque part? Ce qui fait que de suite, l'autre personnage se méfie, ou plutôt se demande pourquoi cette question soudaine, ce qui la pousse à l'observer. Elle reconnaît quelque chose et... Ça c'est beau putain! Le plan qui montre la réaction de Takao, puis ce plan un peu incliné avec l'orage qui démarre en même temps, ainsi que la musique. Un plan débulé pour signifier peut-être un moment onirique, inattendu. Un personnage mystérieux qui parle en haïku pour ensuite finir sur le générique de début du film. L'ambiance est tout de suite posée. La musique s'accorde parfaitement avec le moment, mystérieux mais aussi merveilleux. On va rêver avec ces deux personnages. Ils vont apprendre à se connaître tout comme nous, on va apprendre à les connaître. C'est l'intro du film et Makoto Shinkai nous montre encore sa force de la mise en scène et de sa réalisation. Et encore une fois, comme introduction des personnages,
C'est une manière belle et intelligente de le faire. On enchaîne ? Allez. Après le générique, on retrouve Takao chez lui qui accueille son frère qui rentre à la maison. Dans cette scène, on apprend que Takao vit avec son frère et sa mère. Mais sa mère, malgré son âge, passe d'homme en homme et a l'air d'avoir des soucis d'alcool. On apprend aussi que le frère de Takao va bientôt quitter l'appartement pour emménager avec sa copine. On comprend alors dans cette scène que Takao a des parents divorcés, avec une mère très éloignée de ses enfants car souvent absente. On comprend alors cette phrase. Takao vit souvent seul dans cet appartement et a beaucoup de responsabilités. Je vous rappelle qu'il a 15 ans. La scène suivante, on voit Takao s'adonner à sa passion, la fabrication de chaussures, ce qui explique ses dessins. Et il en profite pour demander à son frère s'il connaît le haïku que la femme du parc lui a cité. Mais son frère n'en sait rien. Et a priori, c'est même plus un tanka. Peu après, on voit Takao dans sa salle de classe. Mais on sent bien par ce plan, ainsi que par ses paroles, qu'il n'y est pas à sa place. Il explique alors que chaque matin de pluie, il s'autorise à sécher les cours pour aller au parc. Là-bas, il retrouve la femme de la dernière fois, et une discussion plus détendue commence. 学校はお休み？会社は休みですか？またサボっちゃった。で、朝から公園でビールを飲んでる。 Takao s'en va ensuite pour retourner en cours. Il explique à la femme qu'il ne sèche que les matins de pluie. Elle répond alors par cette phrase. じゃあまた会うかもね。もしかしたら雨が降ったら。 Cette phrase évoque implicitement un rendez-vous. Et la scène suivante est merveilleuse. On se retrouve alors dans une sorte de clip musical, comme on a pu voir par exemple dans 5 cm par seconde. Avec en même temps des dialogues entre les personnages qui font encore plus connaissance, et on voit même la femme manger des choses plus saines grâce à Takao. Ils sont heureux lorsqu'ils se voient, et surtout ont de l'attention l'un envers l'autre. Takao lui confie alors son rêve, qui est de devenir cordonnier. Le ton passe du merveilleux au tragique merveilleusement bien par la musique, le montage et les plans en eux-mêmes. Comme ce plan de l'oiseau qui s'envole après la phrase de Takao « Je prie pour qu'il pleuve ». Sa liberté est ici personnifiée par cet oiseau. Oui, ça rappelle un peu le premier court-métrage de Makoto. On le voit porter des propos responsables, ne pas laisser cette femme le freiner dans sa route, atteindre son rêve d'abord, pour ensuite peut-être la rejoindre. C'est dans ce passage qu'on apprend qu'il n'a que 15 ans. Moi je vous le dis, ça fait réfléchir. Il y a encore beaucoup de choses à voir dans cette scène, notamment Takao qui se fait rappeler à l'ordre par son professeur et ses camarades. On le voit travailler pour financer ses études. Bref, beaucoup d'infos dans cette scène et tout ça grâce à des images qui parlent. La partie suivante de ce métrage nous apporte le point de vue de la femme, dont on ne connaît toujours pas le nom. Elle tente de prendre son train pour au final abandonner et se rendre au parc. Et donc rejoindre Takao. Après avoir importuné un peu Takao en regardant son carnet de dessin, elle s'assoit et sort son déjeuner qu'elle a fait seule. Takao insiste pour goûter, mais... ちょっと私あまり。 On entend un petit craquement. Alors juste en général, on comprend pas trop ce qui va pas à ce moment-là. Mais petite anecdote nulle, c'était un morceau de coquille d'œuf qu'il y avait dedans. La femme est embarrassée et n'est pas très contente du comportement de Takao. Mais cette engueulade ressemble un peu plus à un... qui aime bien châtie bien. On voit ensuite un rêve de Takao, offrant de magnifiques chaussures à sa mère. C'est sûrement ce qui lui a donné envie d'être cordonnier. Et puis...ねえ、私まだ大丈夫なのかな。 Oh, la manière dont Makoto nous fait ressentir le malaise de son personnage. Son visage n'a aucune expression, la caméra ne veut pas la magnifier. Et vu que Takao dort, elle se retrouve en quelque sorte seule dans ce parc, avec seulement le bruit de la pluie qui comble ce vide. Et il y a même une branche qui cache Takao pour la laisser encore plus seule. On la sent tellement mal. On commence déjà à s'inquiéter pour elle. On se retrouve ensuite dans l'appartement de la femme, où l'on voit un peu le désordre avec notamment de grandes quantités de chocolat et de bière comme ceux vus précédemment. D'autres plans nous donnent encore des informations sur cette femme. Par exemple, elle possède pas mal de livres et elle parle au téléphone avec quelqu'un. この人はいかにも優しそうに話す。まるで壊れ物に触れるみたいに。 Ce plan sur ses pieds ainsi que la fragilité qu'elle exprime, c'est beaucoup du propos du film. J'y reviendrai. L'homme au téléphone a l'air proche d'elle.
On apprend même qu'ils ont été ensemble. Mais a priori, il n'a pas su la soutenir quand elle en avait vraiment besoin. La conversation se termine sur le personnage masculin qui dit qu'il est heureux de voir cette femme partager ses repas avec une vieille dame. Cet homme est un professeur. Sûrement elle aussi d'ailleurs. Puis on ressent fortement le mal-être de cette femme qui se retrouve encore seule dans cet appartement juste avant un plan qui montre un livre pour fabriquer des chaussures. Elle a peut-être acheté impulsivement ce livre pour Takao. La scène suivante, on voit non pas Takao, mais la femme se lever et se réjouir du fait que la pluie tombe. On la voit cuisiner aussi. Et on comprend pourquoi il y avait des morceaux de coquille d'œuf dans l'omelette. Elle doute de nouveau devant sa correspondance, puis retrouve enfin Takao. Nous sommes a priori en juillet. La saison des pluies est censée être déjà terminée à cette période. Mais ici, le temps est de leur côté. Takao reçoit alors le bouquin qu'elle avait acheté auparavant. Il semble plus qu'heureux, il est touché par ce geste. Il lui dit ensuite qu'il fabrique une paire de chaussures en ce moment. Mais lui fait comprendre que sans cobaye, il ne pourra vraiment pas aller plus loin. でもどうもうまくいかなくてそれで Cette scène m'émerveille. Alors, juste pour poser un petit truc au clair, non, ce n'est pas du fétichisme des pieds. Enfin, même si oui, Makoto Shinkai a tendance à aimer ça quand même. Hein. Dans pas mal de ses œuvres, il aime cadrer des pieds. Mais ici, c'est bien plus profond. Le regard gêné de la femme montre que limite cette demande est un peu osée. Ça peut s'apparenter, bon je vais peut-être un peu loin, à un premier baiser. Et la caméra qui suit son pied, puis se recentre dessus avec le doigt qui s'approche, montre le premier contact entre les deux individus. Quelque chose qui, je rappelle, n'est pas chose aisée au Japon. Mais pour autant, Takao reste pro et ne va jamais plus loin que le fait de faire ses mesures. Quand on voit la femme, on ne la filme pas en contre-plongée pour lui donner de l'importance. Non, Takao est au même niveau qu'elle dans ce plan. Et le plan suivant est plein de sens. Takao la regarde d'en bas, comme une déesse. La femme est au-dessus de lui, mais en réalité, elle se repose sur lui. Comment ? Grâce à ça, la branche en premier plan, de biais, comme si la femme s'appuyait sur lui, comme si Takao la soutenait, et ce que dit la femme appuie encore plus le sens de ce plan. うまく歩けなくなっちゃったのいつの間にかそれって仕事のこと いろいろ Ces phrases montrent que Takao, en un sens, sauve cette femme. Ces pieds fragiles qu'elle avait cités lors de l'appel téléphonique de tout à l'heure se retrouvent à nouveau dans ses paroles. Mais cette fois-ci, elle confirme que c'est son travail qui la fragilise. Parce que oui, hein, les gens tout au fond, hein, elle sait marcher, hein, c'est une métaphore. Je suis tout seul. Certains vont dire que pour toute cette scène, je surinterprète. Mais encore une fois, on s'en fout. Car si on ressent ça, c'est que quelque part, ça fonctionne. Ce plan, ces paroles, ces aspects de montage, la lumière qui perce les nuages pendant le dialogue, et cet acte appuient encore plus la situation. Takao enchaîne, en rappelant qu'il ne connaît toujours pas le nom de cette femme, alors qu'elle l'attire vraiment. Pourquoi ce plan du lieu vu du ciel ? Eh bien parce que ce plan suivant. Alors là, ici, je suis pas sûr. Mais clairement, Makoto ne veut pas nous laisser voir cette scène sur ce plan, puis on voit ces deux insectes-là sur l'autre sur ce plan. Est-ce qu'il veut nous faire croire qu'un véritable acte d'amour vient de se passer ? Non, mais il compare ce moment avec ça. Un moment merveilleux et intense. Ici, c'est peut-être de la surinterprétation, mais encore une fois, je pense ça. Le chapitre suivant du film nous emmène en été. Ah, l'été, c'est beau, c'est chaud, on s'y sent bien. Non ! Bon, déjà parce que je hais l'été, mais aussi parce que le film nous montre que l'été, c'est pas Jojo. Tout le long de ce passage, les plans ne sont plus beaux, ne sont plus magnifiés. C'est limite si le réalisateur veut rendre l'endroit laid. Plus de grand angle qui permet de bien voir les lieux, juste le temps qui passe. La femme va replonger, car elle revient au parc mais pas Takao, car la pluie ne vient pas. Elle casse son poudrier et pleure en le voyant détruit. C'est dire à quel point elle se sent mal. Ce plan est d'ailleurs suivi d'un petit raccord analogique. L'eau, les larmes, vous avez compris ? Elle recommence à boire de l'alcool et à se sentir mal. On apprend aussi son âge, 27 ans. 私は15歳の頃の私より少しも賢くない Au Japon, une relation entre un jeune de 15 ans et une femme de 27 ans, c'est pas super bien vu, hein.
Elle dit ne plus reconnaître le lieu. Et le seul plan du lieu qu'on nous montre à cet instant, c'est l'abri très déformé, avec un ultra grand angle, en très forte contre-plongée. Vision déformée qu'on peut avoir en étant sous. Takao, en parallèle, travaille pendant tout l'été pour financer ses études et pouvoir se payer des matériaux pour fabriquer des chaussures, car il veut pouvoir créer une paire pour elle. On se retrouve en septembre pour la rentrée. Oui, ils ont des vacances en été, mais ils n'ont pas le même rythme que nous. Nous, on commence l'année scolaire en septembre, eux, ils la commencent en avril. Takao retrouve ses camarades de classe et il vanne sur ses absences du matin lorsqu'il pleut. 雨の朝は地下鉄に乗れなくなる病なんだ。ふざけんなよ。 雪乃先生 On retrouve alors cet instant où le son environnant s'arrête pour laisser place à la surprise de leur rencontre. Les élèves se ruent ensuite sur elle en criant enfin son nom, Yukino. Je vais enfin pouvoir l'appeler par son prénom et pas juste l'appeler la femme. On apprend ensuite beaucoup de choses. Yukino était en réalité un professeur de littérature dans le même lycée que Takao. Sauf que Takao ne l'a pas eu en professeur. C'est pour ça qu'il ne la connaît pas. Ses amis lui expliquent alors que Yukino va démissionner et lui expliquent pourquoi. Un garçon, petit copain d'une fille de l'école, est tombé amoureux de Yukino. La fille, jalouse, a tout fait pour attirer harcèlement et haine envers Yukino pour se venger. Et on comprend aussi pourquoi Yukino n'a pas pu porter plainte. L'école voulait éviter un scandale. Je vous laisse imaginer l'état de quelqu'un qui se fait harceler et qui ne peut rien dire. Yukino a dû subir sans répondre. Takao, en entendant tout ça, décide alors de faire justice de son côté. On voit Yukino entouré d'élèves en pleurs. Yukino, en plus de ça, était une prof appréciée. Takao marche lentement vers la fille qui a causé tout ça, demande son nom et... インダババ何すんだこいつ。 Seule violence physique du film. Et on ne voit quasiment rien de cette violence. Mais pour autant, on la ressent. On sent Takao déterminé et insurgé d'entendre autant de conneries sortir de la bouche des autres élèves. 吹いてもらえるかもな。もう結城の教師じゃねえんだから。言えてるじゃあ感謝してほしいね Et ici, Takao est comparé à un train qui fonce sur l'élève. Revenons au calme dans ce parc, qui nous manque en vrai. C'est comme si on revivait la première scène du film. Sauf qu'ici, Takao ne pense qu'à une chose. 雨を待っている。 Takao retourne vers l'abri. Personne ne s'y trouve, mais... Oui, elle est là. On n'a même pas besoin de voir son visage pour comprendre que c'est elle. Par contre, le silence est pesant. Ils ne savent pas quoi se dire. Mais Takao ouvre la conversation. 鳴神の少しとよみて降らずとも我は止まらんいもしとどめば Takao réussit ici à placer ce poème d'un manuel de littérature qui est surtout la suite du poème que Yukino a cité au début du film. Yukino pensait lui mettre la puce à l'oreille en lui citant ça, mais Takao est un élève un peu dans son monde. C'est pour ça qu'il n'était pas du tout au courant des problèmes de Yukino. Elle reste tout de même inquiet pour Takao et lui demande d'où viennent ses blessures. Takao tente alors une petite blague en disant qu'il est tombé après avoir bu de la bière. Ce qui choque Yukino. Mais il la rassure en disant qu'il s'est juste battu. Cette pluie leur impose d'aller sous l'abri, parce que c'est ce qui se passait tout le long du film lorsque la pluie tombait. Cette tempête est violente, et pour ceux qui ont la chance d'avoir un système 5.1 ou 7.1, ils pourront ressentir toute l'étendue de cette tempête. 泳いで川を渡ってきたみたいね La pluie tournant autour d'eux et même en leur fonçant dessus. Impossible de s'abriter complètement et puis... La scène continue dans le calme, avec peu de son. Il faut juste profiter de ce moment qu'ils n'ont pas vécu depuis longtemps. Seule la musique les accompagne. Et l'éternuement de Takao va amener à quelque chose. Le cadre va peu à peu nous éloigner du parc, jusqu'à arriver dans l'appartement de Yukino. Cette scène est remplie de bonheur, de joie. On dirait un petit couple. Oui, je sais, personne n'aime cette phrase. Chacun a une tâche attribuée, ils passent un moment agréable. 今まで生きてきて今が今が一番
幸せかもしれない。 Cette phrase est merveilleuse et nous rend tellement heureux pour eux. Et puis Takao s'adresse à Yukino. 雪乃さん。俺、雪乃さんが好きなんだと思う。 Yukino est surprise, à la fois parce que au Japon, bah c'est pas tous les jours qu'on a des déclarations comme ça, mais aussi parce qu'il est bien plus jeune qu'elle. Juste petite parenthèse. Dans beaucoup d'animés, déclarer ses sentiments à quelqu'un est quelque chose qui... ouais, me fait bien chier, oui, j'ose le dire. Parce qu'à chaque fois, soit ça rate, soit le personnage ne dit finalement rien. Et ça, c'est rageant. Ici, les stéréotypes sont jetés par-dessus bord. Il y va franco, bien que ce soit plus maladroit. Même si Takao, au fond de lui, sait que cet amour ne peut pas exister. C'est d'ailleurs ça qui va faire réagir Yukino comme ça. 雪乃さんじゃなくて先生でしょ。 Alors cette rupture est vraiment violente. Pour Takao évidemment, mais aussi pour nous. On ne voit que la réaction de Takao, pour ne laisser transparaître qu'une mauvaise image de Yukino. La musique aussi accompagne cet instant d'une manière assez folle. Cette note très grave en même temps que la réaction de Takao accentue sa déception. Et la seule chose qu'on se dit, c'est que ce moment vient d'être caché par une seule phrase. Le plan suivant nous met en dehors de l'appartement, avec Yukino derrière la vitre et Takao du côté ouvert de la vitre. On n'a pas envie d'écouter les excuses de Yukino, qui s'en va rejoindre sa ville natale. On compatit avec les sentiments de Takao. Yukino dit aussi qu'elle a réappris à marcher seule dans le parc, même pieds nus, ce qui accentue son côté seul. Elle considère alors qu'elle a réussi à reprendre goût à la vie et à aller de l'avant seule. Mais c'est Takao, merde, qui l'a aidée. D'ailleurs, elle le remercie derrière quand même. La musique s'arrête alors, et Takao décide de partir sans prendre en compte les remarques de Yukino. Cette tasse de café ou de chocolat chaud d'ailleurs n'est pas anodine. Elle repense à son passé difficile, celui où elle avait perdu goût en toute chose. Takao s'en va alors d'une manière très polie. いろいろありがとうございました。 La fierté japonaise. Ce plan sur la porte très court nous rappelle beaucoup les anciens courts-métrages du réalisateur, où le montage nous fait bien comprendre des éléments du récit. Car à présent, elle se retrouve seule. Ce travelling ne veut pas nous montrer de suite Yukino, mais on comprend avec le son qu'elle pleure, et qu'elle repense surtout à Takao, à ce qu'il a fait pour elle, et surtout à cette phrase. 我は止まらん。いもしとどめば。 Et là, elle comprend. Elle ne peut pas le laisser partir. Stop! Alors là, on arrive à The Scène. J'ai vu le film une bonne dizaine ou même quinzaine de fois et je suis toujours dans le même état devant. Alors si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez déjà vu le film et que vous voulez avoir mon point de vue et mon analyse sur cette scène. Mais pour ceux ne l'ayant pas vu, je vous le redis, voyez ce film. Rien que pour cette scène, voyez ce film. Bon. On retourne aux autres spoilers. Yukino court vers l'extérieur pour rejoindre Takao. Elle n'a tellement que ça en tête qu'elle ne pense plus à rien d'autre. Elle fait tomber son tabouret, ne met aucune chaussure. Ce sera important. La pluie est encore déchaînée. Ils doivent se retrouver. Yukino chute, mais rien ne l'arrête. Elle se relève, repart et s'arrête. Une seule raison. Takao est encore là. Il ne dit rien. Ils ne se disent rien. Yukino s'approche lentement, mais toujours aucune parole n'est prononcée. Seule la musique et la pluie résonnent. Les couleurs sont fades, l'ambiance est sombre, ce n'est pas un moment de bonheur. Ici, la pluie ne magnifie en rien la scène. Yukino tente d'entamer la conversation, mais Takao la coupe et ne laisse aucune chance à Yukino. やっぱりあなたのこと嫌いです。 La musique qui appuie cette fois-ci la réaction de Yukino n'est pas sombre, mais cette musique est assez belle et appuie un sentiment très mélancolique. De la tristesse, mais surtout de l'empathie pour Yukino qui commence à craquer. Mais aussi pour Takao qui s'est senti trahi. Le temps se gâte encore avec des bourrasques de vent mêlées aux paroles de Takao. La caméra également tremble pour appuyer sa colère. Cet exutoire ne peut s'arrêter. Il a besoin de tout balancer, de l'empêcher de répondre, de lui montrer que lui aussi, il souffre à sa façon, qu'elle n'a pas réagi en adulte, ce qui montre sa maturité. Ce plan de lui disant «
Pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» montre que Yukino ne peut rien répondre. Elle est au-dessus de lui, mais encore une fois, ce n'est pas du tout pour asseoir sa supériorité. Vous comprendrez ce choix plus tard. Les deux plans suivants montrent tout d'abord Takao en gros plan, ainsi que Yukino qui commence à craquer. Et autant vous dire qu'à partir de ce moment, entre la musique, les paroles de Takao, les bourrasques de vent mêlées à la pluie, on est déjà très mal pour les deux personnages. Et de mon côté, c'est en voyant le visage inerte de Yukino, qui craque complètement, et qui essaie avec des gestes de s'expliquer, de lui faire comprendre quelque chose. On craque ici en général, car les paroles de Takao, jusqu'à cet instant, sont relativement calmes. Ça nous serre juste le cœur d'entendre autant de reproches, mais quand on le voit perdre le contrôle, on perd le contrôle aussi, par empathie. On comprend les deux personnages. Takao va ensuite parler d'elle directement, de ce qu'il lui reproche. De nouveau, les pieds sont cadrés. Il dit « Regardez-vous » en parlant d'une personne fragile, comme ses pieds nus. Car comme dit précédemment, elle ne s'est pas chaussée en sortant. Pourquoi ? Encore une fois, ça arrive. Takao hurle, et les pieds de Yukino se lèvent, comme si elle voulait avancer et le rejoindre. Les plans suivants s'enchaînent très vite, un plan large qui les montre tous les deux, mais dont le point d'intérêt est la pluie qui tombe sur la rambarde, qui est d'ailleurs enchaînée par un raccord dans l'axe, qui veut insister sur cette pluie violente, pareille à cet exutoire. Les larmes et la pluie qui se confondent. Puis des plans encore très courts mêlés à des rattrapages de points qui ne laissent pas le temps au spectateur de se reposer, car trop rapide, l'œil ne sait plus quoi regarder. Et ce dernier plan court montre Takao qui craque complètement en hurlant des propos violents envers Yukino. Et cette dernière va tout encaisser. Mais enfin un silence de quelques secondes va se poser, sauf pour la musique qui, elle, arrive à son apogée, accompagnée de la lumière du soleil qui perce les nuages. Yukino n'en peut plus et fonce sur Takao. Ses pieds vont la supporter pour affronter cette épreuve. Et on retrouve ce plan où tout à l'heure, elle était au-dessus et à présent, elle se retrouve à sa hauteur. On a la caméra qui suit cet instant pour les centrer afin de les rendre importants dans l'image. En tout cas ici. Car on rappelle qu'en général, mettre le sujet au centre de l'image, ça le met pas forcément en valeur. Mais ici, le mouvement de caméra et le contraste de couleurs qui apparaît en même temps accentuent leur présence et les rend d'autant plus importants. Surtout que ce plan est suivi d'un raccord dans l'axe incroyablement fort. Certains trouvent ce cri trop exagéré, trop puissant. Mais non, ici c'est un cri d'épuisement, de soulagement, de quelqu'un qui a souffert. Et si vous avez un cœur, à cet instant, vous craquez terriblement. Comme je l'ai dit, même en l'ayant vu des dizaines ou quinzaines de fois, je craque toujours devant. Takao ici ne croit pas à ce qui vient de se passer. Il est complètement dépassé. Il craque aussi et ne fait qu'écouter. Yukino exprime, ou plutôt explique alors, tout à Takao. Explique pourquoi elle s'est sentie si mal. Elle raconte sa peur, cette angoisse qui la tétanisait chaque matin. Ce plan sur ses pieds tremblants, nus et surtout relevés, accentue quelque chose dont je peux enfin vous parler. Elle a besoin de Takao pour tenir. Elle a besoin de lui pour marcher. Surtout avec sa fragilité, justement. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était au-dessus de lui dans le cadre de tout à l'heure. Elle a la même position que dans la scène où Takao lui permettait de tenir. Et en descendant ses escaliers, elle ne pourra tomber que sur lui. Car il n'y a que lui qui peut la sauver. Et c'est à partir du moment où Yukino avoue enfin que Takao est son sauveur qu'il la serre lui aussi dans ses bras. Ils se sont retrouvés. Cette scène me détruit à chaque fois que je la vois. Makoto réussit à faire passer des émotions folles dans cette scène. Et sur moi, ça marche toujours. Makoto nous emmène ensuite une nouvelle fois dans une scène type clip, qui va nous raconter plein de choses. Ils sont à présent ensemble, et personne ne les empêchera d'être heureux. En tout cas, c'est ce que ce plan exprime. Les plans suivants nous montrent le temps qui passe. Takao qui rentre chez lui, et surtout vit sa vie, et Yukino qui rentre alors bien chez elle, dans sa ville natale. L'hiver arrive et le style de dessin change. Takao n'est toujours pas un très bon élève, n'est pas encore un grand cordonnier, travaille dur pour financer ses futures études, mais a toujours une pensée en tête. 外出の服が1枚ずつ厚くなるたびにあの人はどうしているだろうかと思う。 Et là, le générique défile. Et le premier que je vois se lever et mettre son manteau avant la fin du générique, je me sers de son manteau pour l'attacher et l'étrangler, putain, merde! Vous êtes encore là? Ok. Le générique défile donc, et le temps aussi. On voit la neige arriver peu à peu, et la musique est toujours présente. Les paroles ne sont pas sans importance, elles sont pas mal liées à l'histoire, donc lisez-les pendant ce générique. Mais surtout, il fallait rester parce qu'il y a une scène post-générique.
On retrouve les décors du parc, mais ici, enneigés. Je pourrais même dire les mêmes plans, mais avec la neige qui enveloppe le lieu plutôt que la pluie qui créait une atmosphère plus mélancolique. C'est Takao que l'on retrouve arrivant devant l'abri, évidemment sans personne. Il va y lire une lettre de Yukino. Et oui, quel meilleur endroit pour lire une lettre de sa part si ce n'est l'endroit où il se retrouve tout le temps. Takao va après l'avoir lu, sourire, puis sortir quelque chose du sac qui est... 歩く練習をしていたのはきっと俺も同じだと今は思う。いつかもっと遠くまで歩けるようになったら会いに行こう。 N'est-ce pas une des meilleures manières de clore un métrage? C'est tellement beau! Les chaussures déjà sont merveilleuses, et ce que dit Takao aussi. On le voit partir de ce lieu en laissant les chaussures, car un jour, ils se retrouveront ici. Le film est terminé, mais j'ai encore pas mal de choses à dire dessus. On va commencer par les évidences. C'est tellement beau, tout le parc est magnifique, tous les plans dans ce lieu sont parfaits. Et à voir les comparatifs sur le net, c'est d'un photoréalisme fou. Et ça, pour l'animation japonaise, c'est incroyable. Aussi, c'est une très belle histoire. Certains trouveront le rythme lent par instant, mais pour autant, il ne l'est pas. En fait, pourquoi pas mal de gens trouvent beaucoup de films lents? Eh bien, tout simplement à cause de l'éducation audiovisuelle qu'on leur fait. Voir en permanence soit des films d'action, soit de la comédie, ou encore plein d'autres films qui poussent le rythme au maximum, ça n'aide pas à apprécier tous les films qui, ont une atmosphère plus lente, une atmosphère plus mélancolique, plus contemplative. Surtout que ici, Makoto est beaucoup plus un cinéaste contemplatif qui prend le temps d'apprécier le moment. Pour revenir sur l'histoire donc, le scénario ne paraît jamais vraiment incohérent. Les personnages ont des réactions sincères et cohérentes, qui nous rapprochent encore plus d'eux. Les personnages secondaires créent du liant, sans être des éléments dispensables, et ont l'air eux aussi d'avoir des choses à raconter. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai lu le roman de ce film, et on y apprend beaucoup de choses concernant les personnages secondaires. Le frère de Takao, le professeur à qui parle Yukino, et la fille qui a créé le scandale aussi. Et tous ces personnages ont un véritable intérêt dans l'histoire, et qui renforcent vraiment la cohérence du film. Donc je vous conseille de le découvrir aussi, c'est très cool. Mais aussi, je voulais parler d'une chose, c'est que ce film est intelligent. D'abord dans sa réa et aussi dans sa mise en scène. J'espère avoir réussi à vous le faire comprendre avec les scènes que j'ai détaillées, comme la scène où Takao prend les mesures de Yukino, ou même la scène de fin. Dans ces comédiens aussi, qui sont ultra convaincants, sinon les cris de Yukino n'auraient pas été crédibles. La comédienne a d'ailleurs réussi à le faire en une seule prise, chapeau. Et puis enfin dans sa narration, où rien n'est inutile. Et maintenant, j'aimerais juste expliquer un truc très important sur le film. Beaucoup de gens qui ont présenté le film dans une vidéo ont fait cette interprétation. La pluie et son intensité représentent l'amour entre les deux personnages. La pluie serait la représentation de leur amour. En êtes-vous certain? Parce que quand je vois cette scène par exemple, je les vois pas forcément complètement amoureux. Donc voici ma vision. La pluie a leur raison de se voir, de se croiser, de se donner rendez-vous. Mais là où leur amour s'exprime vraiment, c'est quand le soleil s'invite en même temps que la pluie. C'est remarquable dans plusieurs scènes. Tout d'abord quand Takao prend les mesures de Yukino. Le soleil transperce les nuages au moment où Yukino avoue à Takao qu'elle a réappris à marcher. Une sorte de déclaration envers Takao en lui avouant qu'elle va de mieux en mieux, mais surtout qu'elle apprécie sa présence. La deuxième fois, c'est quand elle court enfin vers lui dans la dernière scène. Le soleil est là. Plus rien ne peut les séparer. Et puis dans ce plan, où Takao finit de lire sa lettre. Ici aussi, le soleil transperce les nuages. Son amour pour elle revenant à cet instant. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe dans ce plan, où Yukino remarque les rayons du soleil à travers les nuages. C'est lui qui personnifie l'amour entre eux. La pluie n'est que le liant de leur amour. Car comme disait Takao, 鳴神の少しとよみて降らずとも我は止まらんいもしとどめば ils s'aiment avec ou sans pluie. Petit plus, dans ce film, on a ce plan et ce plan. Je vais pas faire une surinterprétation ici parce que je n'en ai pas. Takao voit les chaussures de Yukino en rêve. Je suppose que comme c'est un rêve, Takao s'est souvenu de ses chaussures, mais ça serait trop simple. Enfin bon, je vous laisse en débattre en commentaire. Et autre chose, Yukino, on la voit dans un autre film. Si, dans Your Name. Elle est professeure de littérature dans la classe de Mitsuha. C'est même elle qui raconte le Kataware Doki. Ah, j'adore ce genre de clin d'œil quoi. Bon, vous avez compris que pour moi, c'est sincèrement le Makoto Shinkai le plus parfait.
Celui qui n'a quasiment aucun défaut, et c'est pour ça que je pense le mettre au-dessus de Your Name, en tout cas dans mon cœur. Makoto Shinkai est un réalisateur de l'émotion. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Et c'est d'ailleurs ce qui me plaît dans ses films. J'aime quand un film me fait vibrer et me met dans tous mes états. C'est un réalisateur qui façonne ses films d'animation comme des films live, avec un cadrage pensé, des montages pensés, et surtout une mise en scène liée à tout ça qui rend ces scènes incroyablement fortes. Il apporte aussi beaucoup à l'animation de synthèse, car oui, ce n'est pas de l'animation plan par plan dessinée sur une feuille, mais bien de l'animation informatique. C'est pas parce que c'est en 2D que c'est forcément du dessin animé sur plusieurs planches. Et cette technique permet beaucoup de choses. L'ajout d'effets de lumière incroyablement réalistes, des ombres qui le sont tout autant, et ça nous plonge à fond dans l'univers. L'aspect réaliste des décors qui ressort à chacun de ses métrages, les plus parlants étant Garden of Words et 5 cm par seconde à ce niveau-là. Ah oui, et regarder des films de Makoto Shinkai a un petit côté pervers. Quand on regarde un autre film d'un réalisateur connu, Miyazaki, Takahata, Hosoda, eh bien en général, on trouve les images moins belles. Elles sont belles, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Juste, les ombres sont moins présentes, les lumières aussi. Bref, on sent qu'il y a un manque de quelque chose dans ces images-là. Alors qu'ils sont tout aussi excellents. La musique qu'il met dans ses films apporte une véritable ampleur à ces scènes, et n'est pas là juste pour faire bouche-trou. Elle est toujours cohérente, que ce soit avec Tenmon dans ses premiers films, ou avec Radwimps dans Your Name par exemple. Donc les gens qui disent que ça crie de la musique tout le temps, c'est que vous comprenez pas l'approche du réalisateur, ou bien que cette approche ne vous touche pas. Son montage aussi, on sent qu'il est maîtrisé. On n'enchaîne pas 2 plans sans raison, et ici, dans chacun de ses métrages, ça se ressent. Bref, à chaque fois que je vois ces films, je me dis toujours la même chose. Ils méritent autant que des réalisateurs de films live. Car c'est quoi la différence entre les deux? À part faire bouger ses acteurs comme on le veut. En vrai, il n'y en a pas. Il dirige ses comédiens vocaux aussi, il les laisse pas en roue libre. Les réalisateurs de films d'animation ne sont pas des réalisateurs moins légitimes. Makoto Shinkai est souvent cité comme étant le successeur de Miyazaki. Mais bordel, qu'est-ce qui va pas dans vos têtes? Surtout que vous dites ça pour tous les nouveaux réalisateurs japonais comme Hosoda ou Hara par exemple. Mais Makoto Shinkai et Miyazaki surtout, ça n'a rien à voir, il y a tant de choses différentes. Une thématique différente, une technique d'animation différente, rien ne les rapproche. Par contre, Makoto peut peut-être talonner Miyazaki au niveau du box-office et au niveau de l'influence qu'il a sur l'animation japonaise. Il se considère d'ailleurs très petit et insignifiant à côté de Miyazaki. Une modestie qui ne peut que l'aider à toujours faire mieux. Cette vidéo sort peu après la sortie de Tenki no Ko au Japon, ou plutôt Weathering with You chez nous. Enfin, quand il arrivera. Je ne peux vous exprimer l'impatience que j'ai de voir ce nouveau long métrage de sa part. Il y a peu de réalisateurs qui me marquent à ce point. J'attends les premiers retours, mais je suis sûr que Makoto Shinkai, encore une fois, va me surprendre. Et j'espère que pour vous aussi, ce sera le cas. Merci d'avoir atteint cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et j'en profite d'avoir un petit peu de temps encore avec vous pour vous dire que j'organise un mini concours pour gagner un DVD de Garden of Words. Le principe est simple, likez cette vidéo, partagez votre ressenti par rapport à Makoto Shinkai et tout le ressenti que vous avez eu devant ces films, et je sélectionnerai le commentaire le plus pertinent et surtout celui qui exprime les choses les plus intéressantes, en tout cas de mon point de vue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez revoir des vidéos aussi gigantesques de ce genre. Et du coup, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est salut!